on va passer à la suite du programme qui serait déterminé par les questions de la presse et des invités au président. Il y a 6 mois, Internet sans frontières a fait une lettre ouverte au gouvernement tchadien et à l'ONU sur la situation d'Internet et de l'expression d'Internet tchadien. Et suite à cela, l'ONU a pris une décision qu'aujourd'hui le droit numérique est devenu comme le droit des citoyens, comme le droit d'accès à l'eau, à l'électricité. Alors qu'est-ce que le CNRD propose comme programme pour améliorer cette situation? Parce qu'aujourd'hui la jeunesse utilise cet outil du numérique comme purement installé. Et cet outil-là aujourd'hui permet de faire émerger de nouveaux citoyens. Les citoyens d'aujourd'hui qui utilisent ces réseaux, la jeunesse n'est plus la jeunesse d'avant. En fait, ces citoyens-là deviennent des citoyens actifs et qui défendent leurs droits et qui réclament leurs droits en utilisant ces réseaux et ces outils-là. Donc, l'émergence de nouveaux citoyens, comment le CNRD accompagnera cette citoyenneté active et surtout, ces citoyens-là sont très exigeants. Ces citoyens-là ne vont plus écouter que des politiques comme avant. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps la réaction sur les réseaux sociaux, les attitudes ou même le comportement de certains politiques font qu'aujourd'hui, les citoyens ne sont plus des citoyens passifs qui acceptent tout. Donc, qu'est-ce que le CNRD propose vraiment dans cette logique et cette amélioration de l'accès à ce numérique? Le droit numérique fait partie de 4e génération de droits, comme sur les énergies renouvelables. Vous venez de parler de la résolution de l'ONU. Le CNRD ne fait que souscrire justement à cette démarche et surtout en misant sur la jeunesse justement, le CNRD ne fait que s'intéresser à cette partie des choses et justement nous y avons réfléchi comme pour l'environnement à créer une commission thématique sur ces domaines définis pour voir et explorer les voies et moyens de faciliter à l'avenir l'épanouissement de cette jeunesse qui aujourd'hui fait partie de la majorité de la population tchadienne. Donc je veux dire que nous ne pouvons que suivre cette démarche de la résolution de l'ONU et nous allons beaucoup plus nous intéresser à cette démarche et la commission thématique intégrera son rapport dans la synthèse des rapports que nous ferons comme projet de société du Sénat. C'est intéressant de soulever cette question parce que tout parti sérieux qui se projette dans l'avenir ne pourrait que miser sur la jeunesse. Et pour miser sur la jeunesse, aujourd'hui, la démocratie, elle est devenue un fait incontournable. Quoique les dictateurs s'approchent, Internet est là aujourd'hui pour apprendre aux militants de tous les partis, y compris de l'opposition. Parce que ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on dit souvent la vérité. Hein. Donc, les chefs de parti ou les chefs d'État ont tendance souvent à vouloir verrouiller la réalité des choses. Et un citoyen, je prends l'exemple du Tchad, hein, qui est à Gorée ou à Bardaï, au fin fond du Tchad, avec Internet, il connaît ce que vous voulez dire en tant que chef de parti. Vous ne pouvez pas venir comme hier, dire bon, je vais construire, je ne sais pas, tel nombre de choses, alors que vous n'avez pas un budget conséquent et le pays n'a pas de projection pour l'avenir, le pays n'a pas de moyens. Aujourd'hui, aucun chef de parti de l'opposition ne peut prendre le risque de dire après Déby, si j'arrive au pouvoir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Les dégâts sont énormes. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 27 ans. Personne ne peut s'aventurer à dire je suis capable de faire ceci, tel nombre de projections et tel nombre d'infrastructures au pays. Donc, le CNRD ne pourrait que s'intéresser dans cette démarche et pourquoi pas s'approcher de l'organisation dont vous faites partie. Vous étiez dans la région avant, vous étiez de l'ancien parti politique. Est-ce qu'en l'ensemble, ces partis politiques, vous avez privilégié la lutte démocratique par rapport à la lutte armée? Est-ce que c'est légitime d'arrêter les Et j'aimerais savoir aussi quelle appréciation vous avez des autres Tchadiens qui ont opté pour la réunion armée contre le JPD.
Je peux affirmer mon échec personnel peut-être de la lutte armée, pas l'échec de la lutte armée totalement. Je reconnais que je suis arrivé à bout de mes limites personnelles. Et ce dont je pourrais faire le mieux, c'est de faire la politique. C'est ainsi que j'ai réorienté ma lutte. La lutte politique, elle est multiforme. Elle est politique. Ah, je parle un peu doucement ou... Ah oui, d'accord, excusez-moi. La lutte politique, elle est multiforme. Elle peut être politique, associative, politico-militaire aussi, pour un pays comme le Tchad surtout, et dans un contexte très particulier. S'il y avait un régime démocratique, il n'y aurait pas de lutte politico-militaire. Si les gens prennent des armes et risquent leur vie, c'est parce qu'il y a vraiment des raisons de le faire. Il n'y a pas une extrême difficulté comme prendre les armes et lutter contre un régime. C'est parce que ce régime s'accroche et se maintient aussi par les armes. Donc cette explication fait que je ne condamne pas ceux qui continuent la lutte armée. Pour ma part, je me situe donc dans une voie politique, pacifique, et avec mes camarades, nous avons réfléchi donc à, comme je le disais tantôt, à des programmes à court terme, des programmes à long terme. Donc il y a des partis politiques avant nous, en concertation avec ces gens, comment nous pourrions amener le régime à céder. Donc voilà la démarche sur laquelle j'inscris ma lutte pour le moment. Merci. Monsieur Tolumi, c'est Tchadanthropus Tribune. J'ai des questions en 3 volets. La première, ce que je voudrais savoir, est-ce que face à Idriss Déby, une opposition comme le CNRD, une opposition politique en exil, est crédible et apte au combat, connaissant que le bonhomme ne connaît que le caractère guerrier par rapport à toute lutte. La deuxième question, c'est sur la politique intérieure. Dernièrement, on parle d'un forum sur la révision constitutionnelle. On parle de dialogue inclusif. Et que pensez-vous des affirmations d'Idriss Déby lors de son dernier entretien avec TV5 et Le Monde, notamment sur l'aspect changement de la Constitution? Il paraît que la France lui a forcé la main. Et ma troisième question, c'est votre point de vue sur l'échec de l'opposition en général, armée et politique, puisqu'on n'arrive jamais à transcender l'opposition. Qu'est-ce qui bloque son unité? Merci. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que la situation est, depuis 2011, la situation internationale, avec les événements que nous avons connus en Afrique du Nord, et puis même en Afrique au sud du Sahara, dans certains pays comme le Burkina ou le Sénégal, dans lesquels la société civile a été très active. La population a été très révoltée à ceux qui veulent continuer malgré la fin de leur mandat. Ceci a amené donc beaucoup de politiques ou bien des associations à réfléchir à d'autres formes. Parce que la lutte armée aussi a ses effets néfastes pour les pays. Je disais tantôt que je ne condamne pas ceux qui optent pour la lutte armée, surtout pour notre pays, pour diverses raisons. Mais la démarche du CNRD s'inscrit dans le fait que la diaspora tchadienne regorge des ressources humaines énormes que nous n'avons pas si exploitées. Il y a certains de nos compatriotes qui disent souvent nous sommes neutres, nous ne sommes pas politiques. Ça ne veut rien dire quand vous êtes tchadien. Mais le pays est au bord du gouffre. Je peux même utiliser le fameux terme du président Chirac, la maison brûle. Quand la maison brûle, vous n'allez pas regarder ailleurs. Le Tchad est dans une situation mais
inédite. Un autocrate s'approche, il utilise tous les moyens pour se maintenir au pouvoir. Les Tchadiens, les amis du Tchad, parfois ne sont pas bien informés aussi. Donc nous avons dit, il faut quand même avec nos camarades, aujourd'hui le CNRD est constitué des membres qui sont certains aux États-Unis, d'autres en Afrique de l'Ouest, d'autres même en Asie, qui sont présidents de commissions et qui ont des contacts avec les organisations, et qui ont des contacts aussi parfois avec des pays amis du Tchad. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer à notre manière de convaincre soit ceux qui investissent au Tchad, donc, mais sans résultat, parce que ces investissements ne bénéficient pas aux populations, soit ceux qui appuient sur le plan politique dans les forums ou les organisations genre l'ONU, l'Union africaine, dont le Tchad est membre. Donc notre démarche consistera, dans un premier temps, à aller vers les amis du Tchad, aller vers les organisations pour mettre aussi parfois à leur disposition les vraies informations, ce qui se passe réellement dans notre pays, parce que nous avons aussi des représentants au Tchad qui, de manière anonyme, travaillent et nous informent. Alors, cette démarche, elle est autant importante que la lutte armée. Alors, je disais tantôt dans mon mot introductif que nous allons travailler en synergie avec les partis politiques à l'intérieur du Tchad, avec les associations de la société civile, pour arriver à faire comprendre à Idriss Déby qu'il n'est pas irremplaçable. Voilà la démarche du CNRD. Pour votre deuxième question, vous m'avez posé la question sur le dialogue inclusif ou le forum. Moi, je pense que le forum que voulait organiser Idriss Déby est une manœuvre dilatoire pour éviter le dialogue inclusif. Il y a deux chemins au Tchad en ce moment. Du moins, c'est ce que pense le CNRD. Où le président Idriss Déby organise un dialogue inclusif comme le demandent les partis politiques. Donc nous nous inscrivons dans cette démarche aussi. Qui dit dialogue inclusif dit donc rencontre de tous les Tchadiens, de toutes les forces vives du Tchad, associations de la société civile, politique intérieure ou extérieure, politico-militaire, partisans du gouvernement, et ce qu'ont dit les partis alliés de MPS. Donc, tout le monde doit s'asseoir pour jeter les bases d'un Tchad nouveau. Le cas Idriss Déby ou autre se posera en ce moment. Donc, où cette démarche, où Idriss Déby finira par être débarrassé par les Tchadiens, d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de voies pour débarrasser Idriss Déby. Donc, il va être débarrassé d'une manière et d'une autre. Il finira de manière la plus catastrophique possible. Moi, je pense comme ça. Le CNRD pense comme ça. Ça, c'est concernant votre deuxième question. Votre troisième question concerne l'interview de la sortie dernière du mois d'Idriss Déby. C'est pathétique. C'est lamentable. C'est inédit même cette situation parce que le président vient dire devant les télévisions internationales que j'ai été amené ou bien forcé à changer la Constitution. D'abord, c'est des mensonges, cette première partie de son discours. En 2004, j'ai fait partie des conseillers d'Idriss Déby. La loi constitutionnelle, à l'époque, le projet de constitution qu'il avait mis en projet était déjà en avance, était même, la campagne pour le référendum était lancée. Et lui, il disait que c'est en 2006 que j'ai été amené à changer la Constitution. Ce n'est pas vrai. Quelle est la raison qui a poussé les cadres, plusieurs cadres, dont quelques-uns parmi vous ici, y compris moi, à quitter Idriss Déby? C'est justement ce projet de Constitution. Il ne fallait pas toucher à l'article qui concerne la révision, qui concerne le mandat du président de la République. Il avait insisté. Beaucoup de ses conseillers ou de ses partisans lui avaient déconseillé.
de s'aventurer dans cette voie. Donc, s'il dit que les Français l'ont obligé à modifier la Constitution, c'est un mensonge. Deuxième point de sa déclaration, je pense qu'il a parlé de qui s'est trompé. Au lieu de faire 3000 km de route, il fallait faire moins. C'est des histoires. On a dépensé 1000 milliards de francs CFA pour des éléphants blancs, pour faire des projets, pour faire ce qu'on appelle les marchés fictifs. Il a placé à la tête du ministère de l'infrastructure un ministre kleptomane à qui il a orienté tous les marchés concernant les revenus pétroliers. Les Tchadiens, ce n'est pas une information pour tous les Tchadiens. Les Tchadiens, aujourd'hui, on venait de parler d'Internet, ils connaissent tout ce qui se passe, c'est une réalité. Alors, ça, c'est donc le deuxième mensonge. Je parlais de 1000 milliards pour, donc de projets d'aéroports qui n'a jamais été fait, des projets de villas ou de bâtiments qui n'ont jamais été construits, et cet argent est parti en fumée. Et je parlerai aussi de 800 milliards dépensés pour faire de Amdiaras une nouvelle cité. Je pense que beaucoup parmi vous, les jeunes, je ne sais pas, mais il y en a qui se rappellent de Badolité. Badolité, aujourd'hui, c'est une ruine. Amdiaras ne sera pas habité. Cet argent aurait profité à injecter dans l'agriculture ou l'élevage. Aujourd'hui, le gouvernement tchadien n'aurait pas déclaré chaque année la famine. Donc ça, c'est le troisième mensonge. Il a parlé de délit d'initié dans des marchés ou des négociations avec des sociétés pétrolières, de Glencore. Marché de dupes. Alors, ce marché de dupes, il l'a voulu. Gouverner, c'est prévoir. Si vous ne prévoyez pas que dans 2 ou 3 ans, les prix du pétrole vont chuter, mais quel est le rôle des techniciens? Pourquoi les gens ont fait des études et qui reviennent dans leur pays? C'est pour ça. Donc, il dit que c'est parce que les prix du pétrole ont chuté et puis Glencore les a floués. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas, dans ce genre de situation-là, on va s'entourer des conseillers, des bureaux de conseil. Ça, c'est le 4e mensonge d'Idriss Déby. J'allais citer d'autres si ce n'est pas vouloir m'attarder. Oui, allez-y. Je voudrais juste en complément. Vous dites gouverner, c'est prévoir. Le CNRD, s'il arriverait, quelles est les tâches de garantie que vous pourrez aujourd'hui proposer aux partenaires au Canada? De toute façon, le CNRD ou, je ne sais pas, n'importe quel parti ou organisation politique ou politico-militaire ou personne, je ne sais pas, qui va faire une révolution de palais, qui arrive au pouvoir aujourd'hui avec la situation du Tchad, n'aura pas d'autre choix que dans un premier temps d'appeler tous les Tchadiens à s'asseoir et discuter. Genre conférence nationale, pas organiser des conférences. On peut appeler forum, on peut appeler des assises, je ne sais pas, des réunions au sommet, mais il faut parler, il faut se parler. Aujourd'hui, les gens discutent en clan, en tribu. Et c'est très grave pour un pays. Pourtant, le Tchad est un pays qui, malgré les guerres de 60, 70, 80, il y en a mes aînés parmi vous ici qui connaissent les situations, le Tchad est un pays qui a toujours vécu en harmonie. Il y a un pilier au Tchad qui est notre laïcité. Ça unit les Tchadiens. Les Tchadiens n'avaient pas de problème de religion. Boko Haram, pour beaucoup d'entre nous, c'est une invention au Tchad. Peut-être c'est une contamination du voisin nigérian. Pour vous dire que tout groupe qui arrive, ou parti politique qui arrive au pouvoir, soit par, je ne sais pas moi, par quelle que soit la façon dont il arrive au pouvoir, est obligé dans un premier temps d'abord de discuter avec toutes les couches sociales. Et après cela, il fallait, pour ma part, je pense, avec mes camarades nous en discutons, il fallait dépoussiérer quelques textes rédigés en 1993. Des textes très pertinents qui ont été jetés à la poubelle, excusez-moi le terme, par Idriss Déby. Textes concernant la forme de l'État, concernant les langues nationales, concernant
l'avenir économique du pays, les projections du pays. Ce sont des textes que les Tchadiens doivent discuter. Avant d'aller aux élections, avant d'aller à tout référendum, avant d'aller à tout projet de constitution qu'on doit faire, il faut donc se parler. Moi, je pense que c'est la démarche. Bon, après, maintenant, à long terme, je vous parlais tout à l'heure du projet de société que nous avons à proposer aux Tchadiens. Ça viendra dans un deuxième temps. Donc, si les Tchadiens accordent la confiance au CNRD, bien sûr, là, nous avons un programme que nous allons étaler, mais à son temps, nous reviendrons dessus. Je ne suis pas rassasié sur la question. Ah oui? Moi, c'est par rapport aux partenaires. Oui. Vous savez, il y a des idées qui courent qui disent que après Idriss Déby, c'est le chaos. Idriss Déby est le seul garant d'une certaine stabilité au Tchad. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que le CNRD proposerait aux partenaires, surtout aux Tchadiens, on en sait, mais aux partenaires, et un gage de garantie à donner pour dire qu'après Déby, ça ne peut pas être le chaos. Je ne sais pas si j'ai en partie répondu à cette question, mais je disais tout à l'heure que d'abord, nous avons, en lisant tout à l'heure le texte liminaire, nous avons fait quelques propositions, quelques pistes de propositions concernant les projets politiques. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, les partenaires, pourquoi après Idriss, ça serait le chaos? Après Idriss, le Tchad va vivre en harmonie. Moi, je suis de nature optimiste. Et d'ailleurs, maintenant, encore plus optimiste. Parce que surtout après la dernière déclaration d'Idriss Déby, je pense qu'on n'est pas dirigé. Il faut que les partenaires le sachent. Il y a un problème. Ah oui, il n'y a pas un pilote dans l'avion. Alors donc, les partenaires doivent être rassurés. Je parlais tout à l'heure de la cohésion, l'harmonie dans laquelle les Tchadiens ont toujours vécu. Et les Tchadiens doivent donc s'unir, se parler. Ça, c'est inéluctable. Et les partenaires, qui certains ont accompagné Idriss Déby jusqu'à aujourd'hui, doivent comprendre que c'était une erreur. Et il est temps, en ce moment-là, de réorienter leur politique. Et il est temps que même les organisations internationales comprennent, certaines organisations au sein desquelles le Tchad est représenté, comprennent qu'il y a un problème réel au Tchad qui n'est pas expliqué et qui n'est pas rendu public par certaines de ces organisations. Parce que je prends l'exemple de l'aide publique au développement. Beaucoup de partenaires savent ce qui se passe au Tchad. Hein. Aujourd'hui, avec Internet, on vient de parler, je reviens sur Internet, on sait réellement ce qui se passe. Même si les informations, il faut prendre la part, il faut faire la part des choses. Les aides publiques au développement n'ont jamais cessé à être attribuées à des pays comme le Tchad. Alors que 25% des aides publiques au développement ne sont que des dons. Les 75% sont des prêts à long terme. Et donc les générations futures tchadiennes doivent payer alors qu'il n'y a eu aucune réalisation. J'exagère peut-être aucune réalisation, mais il y a eu vraiment peu de réalisation avec cet argent qu'on octroie à ces pays un peu particuliers. Voilà. Abdelbassi Abdelkarim Dako, nous venons juste pour assister à cette conférence. Nous avons l'impression qu'au Tchad, on applique bien les lois, mais on ne les applique pas. Donc, en tant que président du CNR, qu'est-ce qui garantit que vous allez tenir à votre parole? C'est la première question. La deuxième question est la suivante. Nous avons écouté les Tchadiens. Bon, il y a des murmures ou des voix un peu, des voix doucement qui se prononcent. Ils disent, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais ils disent que le président Abakar Tourimi, il a été financé par l'ex, c'est-à-dire vous avez, lors de votre étude supérieure, vous étiez financé par le président Abri. Donc, est-ce que si cela est vrai, est-ce que cela ne pose pas problème? Ça pose pas vraiment, ça joue pas à votre défaveur pour le peuple tchadien en tant qu'Abré, c'est un dictateur et qui a connu plus, on peut dire,
40 000 morts, etc. Donc, est-ce que votre position à la tête du parti, ça ne joue pas un peu un problème pour les Tchadiens? Je suis conscient que, à travers mon nom, c'est déjà un problème pour le Tchad, pour beaucoup de Tchadiens. Pourquoi j'ai dit ça? Abré, avant Abré, Déby sont des gens de ma région. Il est légitime que beaucoup de Tchadiens puissent penser que blanc bonnet, bonnet blanc. Koukouni, voilà. Je suis très conscient de cette situation. Mais croyez-moi, j'ai des convictions très fortes que je ne suis prêt à monnayer par rien au monde. Et c'est ça qui me guide depuis toujours. Si j'étais resté avec Déby, j'aurais beaucoup gagné en, je sais pas, je vais dire en termes matériels ou en termes de responsabilité. Dieu seul sait les offres que je balayais de revers de main. Bref, quand on fait la politique, on s'engage dans une voie très difficile, dans une voie qui est minée par plusieurs embûches. Churchill disait que la politique, c'est comme la cuisine. Il fait chaud. Si vous ne la supportez pas, vous sortez. Alors, je ne vais pas dire que je suis brave, mais je vais dire que je supporte ce genre de critiques. Je supporte beaucoup de situations difficiles. Prendre les armes, c'est difficile aussi. Je pensais que c'est la voie qui m'est la meilleure. Ça ne m'a pas amené à y continuer. J'ai changé de voie. Abré, c'est Abré, Goukouni, c'est Goukouni, Déby, c'est Déby. Et moi, je pense que mes convictions m'amèneront à tenir à ce que je pense, l'unité du Tchad, la justice, et surtout la justice, le problème fondamental du Tchad. Toutes les rébellions, je reviens à certains de mes aînés qui m'ont précédé dans les rébellions, dans les partis politiques, qui savent que c'est par manque de justice que les premières rébellions, à commencer par les Frolina, ont commencé. Et donc, toute personne ou tout groupe de personnes, depuis lors, qui vient au pouvoir, s'entoure des siens, profite de la situation et continue. Et c'est devenu un cercle vicieux au Tchad. C'est normal qu'aujourd'hui, les Tchadiens, beaucoup ne croient ni aux partis, ni aux personnalités qui dirigent les partis politiques. Et même ceux qui dirigent les partis politico-militaires. Et ceci depuis le 2 février 2008. Et ça se comprend. Donc, ça, c'est concernant votre première question. Votre deuxième question, je ne sais pas vous parler de quelle étude financée par Abré. Je n'ai jamais appris, c'est la première fois que j'apprends. Je sais que j'ai eu ma bourse quand le président Abré était au pouvoir. Pendant tout le temps du pouvoir d'Abré, j'étais soit lycéen, soit étudiant. Donc, je suis je suis retourné au Tchad en janvier 1991, au lendemain de l'arrivée au pouvoir du président Déby. Et donc, je me suis engagé en politique 10 ans après. Et j'ai senti la chaleur de la politique. Et que j'ai voulu être dans cette chaleur, mais vraiment autrement. Je n'ai pas voulu continuer dans les MPS. Pourtant, j'avais une place de choix au MPS. J'ai quitté les MPS. Donc, je n'ai jamais été financé par Abré. J'ai eu une bourse du Tchad, bien sûr, si c'est ça que les gens appellent peut-être financé par Abré. J'ai eu une bourse du gouvernement tchadien pour aller étudier d'abord au Maroc. Ensuite, j'ai eu une bourse du gouvernement français pour venir étudier en France. Ça, c'est à partir de 2001. Alors, 2001, Abré n'est pas au Tchad. 87, quand je suis parti pour étudier, c'était le gouvernement tchadien qui m'a donné la bourse. Donc voilà. Sinon, il est vrai que il est aussi normal, je dis, que les gens puissent faire des amalgames à cause de l'acquaintance ou de liens de parenté avec Abré, je ne le nie pas, avec Déby, je ne le nie pas, avec Goukouni aussi, parce que je suis de la région. Voilà, c'est un fait réel, ça, je ne le nie pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Je voudrais revenir sur la question que... Présentez-vous, monsieur. La dernière question. La présentation. Ah oui, je suis bien. Les deux premières guerres mondiales, les Tchétchènes sont venus, c'est pas Déby qui les a envoyés. L'Indochine, les Tchétchènes l'ont fait, c'est pas Idriss Déby qui les a envoyés. Et Tchad, les gens de ma génération, nous connaissons les grands chefs militaires au Tchad. Déby n'est pas parmi ceux-là que Tchad peut considérer comme un grand chef militaire. Donc je pense que beaucoup plus que l'aspect économique, c'est l'aspect militaire sur lequel les gens s'appuient pour dire que Déby est celui qui peut assurer la stabilité du Tchad et de la sous-région. Parce que tout autour de nous, soit au Cameroun, au Nigeria, ou un peu au Mali, c'est beaucoup plus l'instabilité due au terrorisme et autres rébellions. Donc, je pense que c'est beaucoup plus sur ce point qu'il faut s'appuyer. Parce que du point de vue économique, on sait qu'il y a beaucoup de Tchadiens capables d'apporter des solutions. Même du point de vue militaire. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais Déby n'est pas le meilleur militaire au Tchad. Hein. Bon, évidemment, il est le chef de l'État, il est militaire de formation, mais les partenaires dont vous parlez évoquent peu les qualités militaires de Déby. Ils parlent, c'est vrai, de l'armée tchadienne. C'est vrai que l'intervention au Mali a amené beaucoup d'observateurs à croire que l'armée tchadienne est efficace dans la sous-région africaine, enfin surtout dans la sous-région Sahel. Bon, cela est incompréhensible, mais si on regarde un peu dans les statistiques données par beaucoup d'organisations qui essayent de voir quelles sont les armées les plus puissantes d'Afrique, l'armée tchadienne, elle vient en 19e ou 18e position d'après ce que j'ai vu. Et puis, il n'y a pas que des faits d'armes glorieux de l'armée tchadienne. Je ne sais pas si certainement vous, beaucoup de Tchadiens, même d'autres, ont lu les rapports de l'ONU sur la Centrafrique. L'armée tchadienne n'a pas que des réussites. Voilà. Donc, ceci, les partenaires dont vous parlez sont conscients. Et je pense même, si j'ai de bonnes informations, il y a eu une discussion sur la composition d'une force du Sahel qui est en projet. Une résolution a été présentée par la France et des pays, des voix se sont élevées pour ne pas accepter l'armée tchadienne au sein de cette force. C'est une information que j'ai, je cherche à vérifier. Et donc, c'est déjà un problème. Voilà. Docteur Abdelaziz, président de la 7e Convention populaire de la Résistance. Merci. Et je vous félicite, Dr Abakar, et les membres du bureau du CNRD, de la création de ce mouvement qui est à caractère pacifique et politique. Bon, je comprends ces choix-là, cette option politique que vous venez d'adopter. Et c'est je crois, c'est le souhait de la majorité du peuple tchadien. Si on peut changer les choses d'une manière pacifique. Et aussi, je crois, c'est l'une des recommandations les plus célèbres de la conférence nationale de 1993, que les mouvements soient transmis, on doit recourir à une voie pacifique pour l'alternance du pouvoir du Tchad. Je crois aussi que c'est possible. Mais quand vous venez de montrer aussi le caractère du chef de l'État, qu'il est quelqu'un qui ne croit qu'à la force militaire et la violence politique de tout genre, tout ça, et aussi la puissance de l'argent pour corrompre les uns les autres afin d'assister à cette terminaison de pouvoir. Bon, vous avez vraiment
énumérer des options, des solutions, des thématiques vraiment intéressantes. Je crois que personne d'autre peut inventer d'autres choses plus que ça, il n'y en a que des détails. Moi, je pense, en revenant à la question de Mohamed Hala, je crois qu'il fait illusion du comportement de l'armée. C'est-à-dire, comment on peut maîtriser, ou est-ce que l'armée, dans son intégralité, peut nous accompagner dans cette voie pour faire dégager des débits? Est-ce que vous avez des démarches pratiques à faire rassembler au moins l'opposition de l'extérieur? Vous avez des contacts de l'intérieur, c'est ça, je crois. Est-ce que les démarches pratiques, est-ce que vous pouvez apporter, contribuer au rassemblement des autres forces? Moi, je comprends un peu les différents intervenants m'ont interpellé sur le fait que est-ce qu'un parti politique à l'extérieur peut faire grand-chose? C'est une question vraiment légitime. Je suis d'accord avec... et d'ailleurs, en me lançant dans cette aventure, entre guillemets, après beaucoup de concertations, beaucoup de questions comme ça m'ont été soulevées. Mais je reviens à dire que ma conception personnelle de la rébellion n'est pas d'être à l'extérieur du Tchad, surtout dans les pays européens ou même africains, pourquoi pas, essayer de faire des communiqués. Moi, ce n'est pas ma conception de la rébellion. C'est être sur le terrain, avoir des militaires, faire des opérations, acculer le régime au point de le bousculer. Si vous ne faites pas ça, moi je pense qu'il faut agir autrement. C'est ça que j'ai choisi. Alors, agir autrement, c'est aller avec mes camarades dans un premier temps vers les amis du Tchad, comme je venais de dire, vers les associations de la société civile, vers ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Il y en a beaucoup qui ont de fausses informations sur le Tchad. Il faut que cette situation-là soit prise en main par des organisations politiques. Ça, c'est une des premières idées qui, avec mes camarades, nous a traversé l'esprit. Deuxième chose, nous devons aller vers les compatriotes. Je parlais tout à l'heure de la diaspora tchadienne qui est riche en compétences, mais qu'on exploite très peu. Tout simplement, pour des raisons X, Y, les gens, chacun est dans son petit coin. Je ne vais pas aller dans les groupes d'un tel parce qu'ils sont un tel, ils sont un tel. C'est compréhensible. Mais personnellement, je me suis fait ce défi d'aller vers tous les Tchadiens. Y compris ceux qui pensent que je serais peut-être pire que Déby. Il faut les rassurer, il faut parler avec ces gens-là. On a dit à la création du CNRD, il n'y a aucun tabou. Là, je suis prêt à discuter avec tous les Tchadiens sur tous les sujets, y compris ma personne, y compris l'avenir, la région, ce qui s'est passé, le passé du Tchad. Il faut dégager ce qui est à l'intérieur de soi-même. Il faut se parler. Parce que nous n'avons pas choisi d'être ensemble dans un pays. Hein. C'est comme ça. Il n'y a aucune autre solution. Comment les grandes nations se sont composées? En Europe, les gens ont connu des guerres pendant des décennies et des décennies. Il y a eu des millions de morts. Nous n'avons pas connu ça, nous. Les pays africains, surtout au sud du Sahara, c'est des jeunes démocraties. Il est vrai que quand c'est des jeunes démocraties, c'est comme ça. D'ailleurs, ça c'est l'esprit un peu des Occidentaux. Hein. Vous êtes des jeunes démocraties, allez-y doucement, ne bousculez pas les gens. Ils ne vont pas changer du jour au lendemain. Mais tout le monde n'est pas comme Déby en Afrique. Même en Afrique centrale, les situations sont vraiment différentes. Le pays se gère sur le plan économique, même si par ailleurs, il y a des violations des droits de l'homme, il y a aussi des frictions communautaires. Les pays se gèrent bien, il y a des États qui sont là. Moi, j'ai tendance à dire qu'au Tchad, il n'y a pas un État sur le plan politique. Sur le plan juridique, il reste vraiment à déterminer l'État tchadien.
Parce que l'État tchadien, c'est quand même, il y a un État, il y a des éléments constitutifs d'un État. Alors, c'est pour revenir à vous dire que la situation est très difficile, certes, mais seule la lutte armée ne suffit pas. Je venais de parler des révolutions pacifiques au Maghreb, au Burkina. Pourquoi les Tchadiens ne font pas ça? Il faut se poser la question. Et c'est justement au sein de mouvements politiques comme les nôtres, et avec d'autres Tchadiens qui sont organisés, ou même les représentants de partis politiques ou militaires qui sont ici en Europe, nous ne refusons pas de concertation. Nous nous rencontrerons pour composer des ensembles, pour dire mais pourquoi les jeunes Tchadiens ne se soulèvent pas contre le régime. On ne leur donne pas de bourse. Quand ils manifestent, on répond par la force. Quand ils veulent exprimer exiger certains droits, on les torture même à la limite, on les emprisonne, des jeunes. Pourquoi les jeunes n'agissent pas? Il y a une question, il y a un questionnement là. Donc, c'est quelque chose qui doit être mûri parfois par des partis politiques. Et ces partis politiques, maintenant, les transposent au niveau des associations, en concertation parfois avec des activistes. Ce n'est pas un secret qu'au Burkina, c'est comme ça que ça s'est passé, les changements. Hein. Les changements, parfois, ça se passe comme ça. C'est une concertation lente qui a été mûrie et par des grands partis politiques qui ont des moyens, qui ont essayé de sensibiliser les associations de la société civile. Et puis, quand on a voulu changer la Constitution, les gens ont attaqué le Parlement, les députés ont fui. Le lendemain, le président a fui. Il ne faut pas qu'on pense que Déby ne fuira pas, il va fuir. Moi, je suis par nature optimiste et vous allez voir, Déby, non seulement va fuir, c'est avoir la chance aussi pour un dictateur. Hein. Parce que l'histoire a démontré qu'il n'y a pas que fuir, hein, l'histoire récente. Donc voilà, c'est pour vous dire que le rôle d'un parti politique à l'extérieur est autant, je pense, autant positif que le rôle d'un groupement politico-militaire ou d'un parti politique à l'intérieur du Tchad. Bonjour, Lucie, mon nom est étudiante. Moi, j'aimerais savoir, en tant qu'une association se créant sur le sol français, comment vous vous positionnez par rapport au comportement du gouvernement français? Est-ce que vous avez des rapports avec le gouvernement français? Nous sommes soumis à la loi de 1901. La loi de 1901, c'est la loi la plus célèbre en France ici, après Napoléon. Les associations politiques, toute forme d'association peut se créer selon le respect de la loi de 1901. Bon, maintenant, le reste, elle est vraiment élastique, la loi de 1901. C'est que vous avez des limites. Les limites, c'est, voilà, ne pas respecter les lois françaises. Il faut respecter les lois françaises. Il faut aussi ne pas se lancer dans des aventures qui feront de telle sorte que les gouvernements de vos pays se plaindront auprès du gouvernement français. Notamment, se lancer dans de luttes brutales, par exemple. Tout le reste, nous n'avons aucun problème pour nous réunir, pour nous concerter, pour aller voir même les autorités locales françaises dans n'importe quelle région. En ce moment, nous avons notre siège à Orléans. Nous allons bientôt le transférer à Paris. Nous pouvons aller à, je sais pas, n'importe quelle ville de France. Et voilà, donc nous n'avons aucun problème avec le gouvernement français pour le moment. C'est une association normale, comme toute autre. Voilà. Nous vous remercions de la présence et puis maintenant on passe à une petite collation et c'est la fin de la cérémonie. I'm just sitting here, I'm missing you.